Bonjour et bienvenue dans ce live dédié à la rédaction SEO, un live qui sera animé par Paul Grillet et moi-même. C'est une vidéo que nous avons déjà réalisée il y a quelques semaines, quelques mois de ça, durant laquelle nous avons eu quelques petits problèmes concernant le replay. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de retourner cette vidéo qui fera donc office de replay pour que vous puissiez la garder et nous l'enverrons à toutes les personnes qui l'ont demandé dans mon post. Et on pensera également la publier par la suite sur LinkedIn également. Donc pour ma part, je suis Thomas Meyer, je suis consultant SEO chez Live Mentor, PlayPlay, la solution de création vidéo, et Mercia, le correcteur orthographique, qui sont mes clients principaux. Et en parallèle de ça, j'organise également des coachings et je lance un podcast sur le SEO, un podcast qui va démarrer en janvier 2023. On va commencer à le structurer. Ce sera un podcast qui sera animé avec Lucas Fancello et qui partira à la rencontre des plus grands head of SEO français. Donc j'ai hâte de lancer ça et vous serez tenus au courant très rapidement. Alors, je prends le relais. Désolé pour la photo un peu floue, c'est vraiment ce que j'avais sous la main. Donc, moi, c'est Paul Grillet, je suis Head of Acquisition chez Light, donc ça englobe pas que le SEO. Sinon, pendant 5 ans, j'étais freelance en SEO, où je faisais beaucoup de missions, beaucoup de consulting et beaucoup de formation, même en école. J'ai aussi développé pas mal d'outils. C'était plutôt pour mes besoins en interne et parfois pour les clients. Par contre, il y en a un que j'ai mis en public récemment, c'est une extension Chrome qui s'appelle Tot et une version SaaS de Tot que vous verrez aussi passer pendant la présentation. Voilà, sans plus attendre, c'est parti. Le but de cette présentation, c'est de vous permettre, vous, rédacteurs, de changer de modèle. Parce que vous savez de quoi je parle, mais il y a beaucoup de changements aujourd'hui dans le monde de la rédaction. Et vous savez, comme moi, que le travail de rédacteur, c'est pas que de la rédaction. Et pourtant, ce que vous facturez, c'est directement lié au nombre de mots. Donc on pourrait penser qu'on vous commande une mission, vous déroulez, vous vendez, et ça s'arrête là. Mais en fait, on sait très bien que votre mission, c'est pas que ça. L'idée, pour nous, c'est de vous donner différents outils, différents concepts qui vont vous permettre que vous allez ajouter à votre boîte à outils pour enrichir vos offres et vous présenter auprès des potentiels clients comme un expert ou du moins quelqu'un de beaucoup plus qualifié sur ces questions-là un rédacteur qui ferait juste de la rédaction, qu'une IA ou des choses comme ça. Pour faire tout ça, on a fait un petit sommaire. Je ne pense pas qu'on respectera les délais, mais voilà, en bref, on va vous parler des différentes erreurs qu'on a pu voir chez les rédacteurs web. Avec Thomas, on gère aussi beaucoup de rédacteurs. Moi, personnellement, pour chaque client, j'ai une équipe de rédaction dédiée, propre. Et du coup, je vois beaucoup de textes passer, beaucoup de plans, beaucoup de choses qu'on verra ensemble. Je vais ensuite vous montrer comment trouver des suggestions de sujets pour commencer dès le début à enrichir votre offre. Comment trouver des pages à enrichir, comment éviter la cannibalisation entre vos pages. Ne vous inquiétez pas, on essaiera de redéfinir un peu les termes si jamais c'est pas clair pour vous. Comment présenter le format sous le meilleur angle, comment préparer et mettre en place le maillage, comment faire votre plan, comment bien sourcer. Et voilà. Sans plus attendre, c'est parti, Thomas. Passons donc maintenant aux erreurs courantes du rédacteur web. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte, donc on va découper ça en avant la rédaction, pendant la rédaction et après la rédaction. Avant la rédaction, l'une des plus grosses erreurs, c'est de vraiment partir à l'aveugle dans la rédaction de son contenu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments à mettre en place avant de créer son contenu, et si ce n'est pas le cas, vous pourriez très vite partir dans la mauvaise direction. Donc, la première chose, c'est d'être en accord avec la charte édito du blog dans lequel on écrit. Si, par exemple, vous rédigez un article invité ou en tant que rédacteur un article sur un blog de votre client, il faut impérativement lui demander l'accès à la charte éditoriale pour pouvoir voir le ton utilisé, le type de contenu, le format, etc., afin d'être vraiment en phase avec ce que veut votre client. En deux, bien évidemment, toujours demander à votre client comment se passe l'intégration sur le CMS, sur un WordPress, sur un Webflow. Est-ce que c'est mis en place de votre côté ou bien est-ce que vous voulez justement vous le prenez en compte avec l'optimisation SEO, etc., etc. Est-ce qu'il y a justement un SEO qui s'occupe des articles ou bien est-ce que c'est à vous de le prendre en compte? Plus vous poserez ce genre de questions, plus vous serez placé à un niveau d'expert. Tout, pareil, tout comme la construction du plan. Personnellement, j'ai bossé avec plus de 6 rédacteurs, une équipe de 6 rédacteurs quand je travaillais chez Live Mentor pour le SEO. Et on l'a vu, hein, quand on a un plan bien construit, ça permet de valider l'angle ensemble.
de ne pas avoir à reprendre tout à zéro et surtout de ne plus qu'à avoir à remplir les trous derrière. Donc voilà, c'est très très important de demander ces éléments à votre client, d'une part pour passer du cap de débutant à expert, mais aussi pour ne pas avoir à perdre du temps derrière par la suite. Deuxième point, qui est très important, ne pas analyser l'intention utilisateur. Donc, l'intention utilisateur, c'est grosso modo ce que la personne a en tête lorsqu'elle tape le mot-clé. Et ça, il suffit, vous pouvez le faire directement en regardant les 3, 4, 5 premiers résultats sur Google pour voir quelle est la question à laquelle on répond. Par exemple, si vous devez rédiger un article sur quelles sont les meilleures solutions d'outils de prospection en B2B, le profil de cette personne est potentiellement un responsable marketing qui bosse en CDI dans une startup et qui souhaite trouver le meilleur outil pour travailler de la meilleure façon avec son entreprise et obtenir des résultats. Bien, vous savez qu'il faudra peut-être créer un article liste avec nos retours sur les meilleurs outils, lui donner les meilleurs conseils et peut-être avoir des retours d'autres experts pour le rassurer. Troisièmement, ne pas analyser la concurrence. Ça, c'est très, 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 très important, voire le point le plus important. C'est d'une part, ça va vous donner plusieurs choses. D'une part, ça va vous donner le nombre de mots à mettre en place. Moi, typiquement, à chaque fois que je me demande, OK, j'ai un article, quel nombre de mots il va falloir pour à peu près répondre à cette intention utilisateur, la première chose c'est que je regarde un petit peu le nombre de mots utilisés par mes concurrents. Vous avez deux moyens pour le faire assez rapidement, plutôt que copier-coller le contenu de vos concurrents sur un compteur de mots, et d'utiliser l'outil Through ou l'outil Your Text Guru qui directement en un clin d'œil vous donne le nombre de mots de chaque concurrent. Et il suffit ensuite de faire une moyenne à peu près du top 3 pour avoir une idée globale du nombre de mots. Mais typiquement, c'est très important ce nombre de mots parce que, par exemple, si je vous prends l'exemple d'un article qui est comment faire un nœud de cravate, on n'a rien à faire d'avoir un article de 2500 mots qui explique l'histoire de la cravate, les différentes origines, etc., etc. La personne qui cherche ça va aller droit au but, potentiellement pressée pour son premier rendez-vous, et cherche à avoir une vidéo, limite 3 conseils hyper pratiques, et basta. Vous pouvez très bien ranker avec ça. Et ça, du coup, c'est pareil, c'est très important, parce que si vous ne définissez pas la bonne intention, si vous ne définissez pas le bon nombre de mots, eh bien, pareil, vous pouvez partir à l'aveugle et devoir tout refaire derrière, ce qui est une grosse perte de temps. Quatrième point, ne pas recenser les mots-clés secondaires et connexes pour enrichir son texte et maximiser son référencement. Ça, pareil, c'est très important. Et pour le faire personnellement, j'utilise l'outil Your Text Guru qui permet justement d'avoir accès à un guide des mots et de pouvoir justement tout simplement optimiser son contenu tout en respectant une certaine cohérence sémantique. Et ce que j'aime beaucoup avec Your Text Guru, à la différence de Yoast, c'est qu'il ne résume pas par densité. D'ailleurs, la densité du mot-clé est quelque chose qui est révolu. Il n'est pas pertinent de placer X fois son mot-clé principal pour ranker, mais on parle plutôt en termes de champ sémantique et de comptabilité sémantique. Le but de Google, c'est de vraiment comprendre que vous êtes le plus complet possible sur la requête et sur son champ sémantique que vous couvrez. Donc, typiquement, vous voyez, sur Your Text Guru, je peux prendre un exemple en direct pour vous montrer. Tac, je vais aller sur le compte de Live Mentor. Moi, Your Text Guru, typiquement, je l'ai installé chez tous mes clients, PlayPlay, MerciApp, Live Mentor, Scali. Et c'est juste un superbe outil. Je vous montre du coup à peu près comment ça fonctionne. Je suis connecté sur le compte Live Mentor. Je vais prendre par exemple ce que j'ai mis à jour récemment sur les to-do list, qui depuis la mise à jour que j'ai faite sur Your Text Guru arrive en 2e ou 3e position sur un gros mot-clé, ce qui est intéressant pour nous. Et donc quand je tape to-do list, il est là. Déjà, première part, vous voyez en un clic ici en cliquant sur le petit œil, ce qu'on appelle le guide des mots. Ce que je vous disais tout à l'heure, tous les mots qui sont importants à intégrer. De la gauche, les plus importants, vers la droite, ceux qui sont un peu moins importants. Les groupements de mots, donc 2 mots, 3 mots, et les entités nommées, qui sont des termes pertinents pour cette requête. Et tout ça, ça se matérialise directement via une courbe sur Your Text Guru. Donc, pour revenir sur l'onglet de base, je vais maintenant cliquer sur les 3 barres. Pour moi, c'est l'outil d'optimisation et de maillage interne le plus complet sur le marché français. D'autant plus que c'est un outil français créé par les frères Perronnet, que je salue d'ailleurs.
J'ai d'ailleurs aussi suivi leur formation sur la copie sémantique qui est très quali et je recommande vivement cet outil. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai tout simplement importé mon URL de mon article sur To-Do-List sur Your Text Guru. Vous savez, mon réseau n'est pas très bon vu qu'il y a plein de choses qui tournent en même temps. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on attend que le contenu arrive. Voilà. Et juste cliquer sur Import URL et copier-coller l'URL de mon document. Et donc, là, je clique sur Vérifier. Vous allez voir ce que ça va faire. Vous voyez, là, déjà, j'ai deux scores, un score d'optimisation et un score de danger SEO. J'ai quatre zones de couleurs, le rouge pour la suroptimisation, le orange pour l'optimisation forte, vert pour l'optimisation normale et bleu pour la sous-optimisation. Le but d'une bonne courbe, c'est d'être entre le vert et le orange sur les 10-15 premiers mots les plus importants et de s'autoriser de la dent de scie sur les termes suivants un peu moins importants. En fait, c'est ça une bonne courbe. Très optimisée sur les termes principaux et plus naturelle sur ce qui suit. Le but, c'est d'éviter au plus possible d'avoir des termes, notamment des termes qui sont après les 10-15 premiers mots les plus importants, dans le rouge, puisque vous allez augmenter votre score de danger SEO, c'est-à-dire de suroptimisation. Si vous martelez un mot-clé, Google mettrait une barrière en mode « attention, il y a des risques de spam ici ». Et donc, quand vous descendez un petit peu plus bas, et au fur et à mesure que vous écrivez, en fait, cette courbe va baisser et monter en fonction du code. Et quand vous regardez, vous voyez ici, il y a bien un Live Mentor, et vous avez la possibilité de voir justement les différents nombres de mots, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez, si vous cliquez ici, comparer la courbe d'optimisation de votre concurrent et après itérer. Bien évidemment, si vous avez le but ici, ce n'est pas d'avoir le plus haut score. D'ailleurs, il n'y a pas de maximum sur les Your Text Guru. Je crois que c'est même 300-400%, mais c'est juste impossible. Le but, c'est simplement de faire mieux que la concurrence. Donc là, typiquement, je sais que je suis bien en termes de score d'optimisation SEO, parce que je suis devant tous les 3 premiers concurrents. Par contre, en termes de danger SEO, il va falloir que je fasse un effort, parce que là, je suis à la ramasse. Et c'est ce qui fait que je n'arrive pas à craquer encore le top 3. Donc, techniquement, ici, il faudrait que je reprenne certains termes qu'il faudrait que je fasse descendre pour que ce soit moins dans le danger SEO. Bien évidemment, vous pouvez avoir le meilleur score en danger SEO et le meilleur score de SEO que vos concurrents et ne pas être devant eux. Pourquoi ? Parce que oui, le SEO, Google n'est pas si bête que ça. Évidemment, vous savez en faisant ça que vous avez la meilleure base d'optimisation du contenu, mais il y a d'autres éléments qui jouent en compte, comme le maillage interne, on va voir juste après, la force du maillage interne a un rôle super important dans le positionnement de vos pages, et également l'autorité de domaine. Ici, on voit que Wix a une autorité de 82, c'est un site qui a reçu beaucoup de backlinks, qui est déjà présent depuis un petit moment. Et donc, effectivement, on sait que si on va passer devant, il va falloir aussi travailler nos strates de backlinks et de maillage interne. Mais on sait qu'on a déjà une base d'optimisation qui est bonne et qui nous permet d'arriver dans le top 4, top 5. Voilà un peu pour la présentation rapide de Your Text Guru. C'est très important de recenser ces mots-clés pour les avoir en tête avant la rédaction. En fait, il y a 4 choses que vous devez avoir en tête avant la rédaction. C'est le nombre de mots, les mots effectivement à intégrer, l'intention de l'utilisateur et, on va y revenir après, les liens internes que vous pouvez mettre en place. Plutôt que d'avoir à revenir dans votre article et dire où c'est que je pourrais le mettre. C'est plus compliqué. Un autre outil gratuit, si vous ne voulez pas utiliser Your Text Guru pour ce faire, c'est one.fr. Alors, one.fr, vous avez juste à taper 1.fr, qui est un outil français et qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble du champ sémantique du mot concerné. On remet en grand écran. Hop. Présent. Tac. N'avoir aucune idée des liens internes à mettre en place. Ça, c'est très important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le 4e point. Là, en l'occurrence, ça a été fait avec des suggestions de liens avec l'outil Shrew, qui est l'outil de Paul, qui est un très, très bon outil. Moi, personnellement, je suis allé un peu trop vite en besogne. Moi, personnellement, j'utilise toujours Your Text Guru, qui permet à la fois d'optimiser et de connaître les liens internes à mettre en place. Donc, comment voir les liens internes à mettre en place ? C'est simple. Ici, une fois, il y a plusieurs écoles.
Moi, ma règle est simple, c'est par article, je ne fais pas plus de 5 liens internes. Je mets toujours les plus efficaces, les plus pertinents en plein texte, hein, parce qu'un lien plein texte a beaucoup plus de poids qu'un lien en catégorie ou en footer ou en header. Et je limite à 1 à 2 liens externes grand max, parce que plus on va mettre de liens, plus on va diluer le jus. Et ça, c'est une erreur que je faisais beaucoup au début, c'était de faire un maximum de liens internes qui n'étaient pas forcément cohérents entre eux. Et ça diluait au final le jus et l'autorité de mes pages. Le maillage interne doit être choisi avec beaucoup de précision et doit être choisi en termes de cohérence sémantique. Je vous montre tout de suite comment ça fait. Donc, je clique sur mon cocon de blog et que je clique, par exemple, sur, je ne sais pas, allez, le contenu sur le mindset. On va reprendre un truc plus parlant, peut-être référencer ces vidéos TikTok. Si je clique sur la petite encre, eh bien, vous allez voir comme par magie, l'outil va me donner les liens qui sont le plus cohérents sémantiquement avec mon sujet donné. Donc, je sais que depuis cette page, il va falloir que je fasse pointer vers les liens qui vont s'afficher juste à présent quand l'outil aura terminé de mouliner. On va attendre un petit peu. La connexion est en souffrance. Ça arrive. Juste ici. N'hésitez pas à faire x2 hein, sur la vidéo. Vous voyez, la connexion n'est pas du tout bonne actuellement. Hop, bon, ça arrive. Alors, référencer vidéo TikTok, voilà. Donc, je sais que bon, celui-ci, on va l'éliminer parce que justement, c'est la même intention. Je l'ai écrit 2 fois par erreur. Il suffit juste de retourner dans le guide, dans les guides et de supprimer celui-ci. Mais je vais regarder du coup les autres. Et puis là, comme vous voyez, un 46%, si j'avais créé ce contenu, ça aurait été un. Bon, Paul va vous en parler après de la cannibalisation. Mais là, quand vous voyez 46%, c'est-à-dire qu'il y a 46% des termes qui sont également pris dans son nu qui seront aussi pris dans celui-ci. C'est-à-dire qu'on a de forts risques de cannibalisation. Et dans ce cas-là, si on avait un contenu similaire, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fusionné ces 2 articles et que j'aurais supprimé celui-ci en termes de contenu pour avoir un guide plus complet. Mais ça, Paul va revenir sur la partie de la cannibalisation. Mais pour revenir ici, typiquement, je sais que le lien le plus pertinent à faire depuis cette page serait vers percer sur TikTok en 1, ensuite sur comment exploiter le potentiel de ma marque avec TikTok, puis, je fais ça de manière bête et méchante, comment gagner de l'argent sur TikTok. Là, j'en ai déjà 3 liens internes à faire pointer depuis cette page. Puis, comment trouver les bons hashtags sur TikTok. Et enfin, comment trouver des influenceurs sur TikTok. Ce sera les 5 que je mettrai en place. Et, chose super intéressante, pour vous montrer que le maillage interne n'est pas toujours réciproque. Moi, quand je commençais le SEO, dès que je faisais un lien vers une page, j'allais dans cette page pour également faire un lien dans cette page. Mais ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, si je clique sur comment trouver des hashtags sur TikTok, il se peut que ça ne soit pas forcément les mêmes contenus qui soient mis en avant. Et donc, il suffit de cliquer sur le guide que vous souhaitez maintenant faire le maillage interne et il va recentrer ce guide au milieu pour vous donner à nouveau les suggestions de liens internes. Et c'est très rapide, très puissant et vous gagnez beaucoup de temps. Surtout que vous les avez en tête avant de rédiger votre contenu. Donc, vous savez en fait dans votre brief, vous devez intégrer tel lien, tel lien, tel lien, tel lien, ce qui fait que, OK, dans cette catégorie-là, je sais que je parle de ça, donc là, ça sera pertinent pour intégrer cet élément. Voilà pour la partie du maillage interne. Si je retourne là, présentation. Nous allons désormais passer effectivement aux variations des métadescriptions. Les métadescriptions, c'est tout ce qui est titre et métadescription.
Généralement, à chaque fois que je propose des titres, enfin, je n'écris plus d'articles. Maintenant, j'écris au moins plus de 400 articles au total, dont 150 sur le blog de Live Mentor. Maintenant, j'ai une équipe qui s'en occupe pour moi. Mais typiquement, à chaque fois que j'écrivais un titre, j'en écrivais à peu près entre 5 et 10 et je proposais les 4 meilleurs à mon client pour qu'il puisse tout simplement choisir celui qui lui convient le plus. Pareil pour les métadescriptions. Plus vous êtes force de proposition, plus vous allez être pertinent aux yeux de votre client. Ne pas créer de plan et ne pas s'intéresser au choix du format, ça on en a parlé juste avant, mais voilà, c'est la base d'avoir un plan, ce que j'appelle un plan squelette, qui permet d'avoir en un clin d'œil accès à l'angle en fait de votre contenu avec la Big ID, c'est savoir un article égale une Big ID, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, donc un article, un message. Et le but, c'est d'amener votre lecteur avec un début, un milieu, une fin, jusqu'à la conclusion, on lui apporte ce qu'on veut lui apporter à la fin. Et enfin, pendant la rédaction, on l'a vu juste à l'instant, ne pas utiliser d'outils d'aide à l'optimisation pour faire mieux que la concurrence. Effectivement, c'est clé et vous passerez une fois de plus pour un rédacteur expert en montrant que vous êtes équipé d'outils ou en demandant les outils qu'ils utilisent. Une fois de plus, vous ajoutez de la valeur, ce qui permet d'augmenter votre scope de prix, comme on le disait au début en introduction. Et enfin, ne pas savoir dire non. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des éléments sur lesquels il ne faut pas toujours dire oui à votre client. Et justement, le fait de dire non, on vous place une fois de plus en tant qu'expert. Par exemple, si on reprend l'exemple de Heurtex Guru, si votre client vous demande d'atteindre 100% le maximum possible, vous lui dites que non, ce n'est pas possible. Parce que l'objectif, c'est d'être mieux que la concurrence. Il n'y a pas de top sur Heurtex Guru. Et si on atteint le top, on risque d'être très vite pris pour un spammer. En deux, votre client vous demande de placer X fois le mot-clé principal. Pareil, vous pouvez dire attention Coco, la densité de mots-clés est révolue. On est désormais plutôt sur ce qu'on appelle des compatibilités sémantiques de termes. Et donc, on va jouer sur un ensemble de champs sémantiques que vous pourrez retrouver ici. Boum, ça ajoute une fois de plus de la valeur ajoutée. Et enfin, votre client vous demande d'écrire 3000 mots pour un contenu. Pareil, on l'a vu. C'est pas parce que le long contenu a souvent été le Graal en SEO que c'est toujours le cas. Et si on reprend l'exemple de la cravate, il n'y a nullement besoin d'écrire 3000 mots pour ce contenu. Ce sera du temps perdu et généralement, les 1500 mots restants sont du vent. En SEO, tout est relatif à la concurrence et à l'intention de recherche. Le job numéro 1 d'un rédacteur SEO, c'est juste de répondre à l'intention de recherche. Ne pas se poser de questions quand on pond logique entre les contenus et les produits et services de votre partenaire. Bien évidemment, dites-vous qu'un article de blog, que tous les articles de blog sont des pages de vente déguisées. Et que derrière chaque contenu, votre client a un objectif. Typiquement, si je reprends le blog de Live Mentor, en fonction des types de contenus, on pousse différents call to action. Par exemple, sur un article qui est entrée de funnel, par exemple sur la catégorie SEO, comment rechercher ces mots-clés SEO, là, on est sur quelqu'un qui est tout au début, qui se demande quelle strat je vais mettre en place pour son SEO. Donc là-dessus, on va pousser du cours gratuit, on va pousser de la newsletter pour tout simplement le nourrir dans sa valeur et continuer à lui porter des éléments concrets. Versus une personne qui cherche comment devenir consultant SEO. Là, on sait qu'on est déjà dans l'entonnoir beaucoup plus proche de la volonté d'acheter une formation SEO. Donc, dans ce cas-là, au lieu de pousser un lien vers la newsletter ou vers un e-book qu'il a potentiellement déjà lu, je vais plus pousser un lien vers la formation Live Mentor ou SEO, de Live Mentor ou vers un call avec un conseiller pour faire le point sur son projet. Il faut vraiment réfléchir en fonction du contenu que vous ciblez, que vous traitez, de demander à votre client quel est le pont logique, quel est le call to action qu'il souhaite mettre en avant sur ce contenu. Une fois de plus, vous êtes vu comme un expert. Dernier petit point, bien évidemment, ne pas ajouter d'illustrations pertinentes. Ça fait toujours la différence sur un contenu. Pas avoir un contenu digeste et aéré, c'est-à-dire pas avoir des paragraphes qui sont concis, qui sont bien écrits, qui sont intéressants et qui sont surtout lisibles. Et ne pas avoir une logique concrète à vos contenus, c'est-à-dire de la proof of work, c'est-à-dire éviter d'avoir un article qui est en surface. Le but, ce n'est pas de lire un article qu'on trouve sur 10 autres résultats. Il faut toujours ajouter ce qu'on appelle un gain d'information et un côté concret. Par exemple, dans les articles de Live Mentor, notre objectif, c'est toujours que la personne se rappelle de nous. Et donc, c'est pour ça qu'on propose beaucoup d'exercices à la fin. On n'hésite pas à prendre les personnes par la main, à leur donner des étapes concrètes. Le but ultime, c'est que cette personne se rappelle de nous et quand après, elle met en place les choses derrière à travers l'article, elle se dit « Ok, ça, je l'ai appris grâce à Live Mentor ». Et c'est ça le but d'un vrai média.
l'ultime indicateur d'un article de blog, c'est le temps passé par les personnes à interagir dessus, soit dans les commentaires ou derrière pour mettre en place des actions après la lecture de votre article. Enfin, après la rédaction, bien évidemment, ne pas relire son texte. Merciapp est votre ami. Un petit coucou à Merciapp avec qui je bosse, qui est un correcteur orthographique très quali et français d'ailleurs. Je le recommande à tous et moi, il m'a plusieurs fois sauvé la vie sur LinkedIn en m'évitant des grosses fautes. Ça arrive, hein, même si on écrit tous les jours. 14, ne pas montrer à votre partenaire le résultat de votre optimisation. Ben voilà, le but, c'est aussi, vous avez travaillé sur Artex Guru, vous avez travaillé l'opti, de envoyer un screenshot à votre client pour lui montrer que, justement, vous avez intégré cette logique SEO. Et ne pas être proactif dans la suggestion de nouveaux contenus, ce qui permet de faire une belle transition, Paul, vers ta partie. Effectivement, là-dessus, c'est très important, si vous voulez continuer de fidéliser, de travailler avec votre client, pas hésiter à lui proposer des axes de contenu pertinents. Et d'ailleurs, dans Your Text Guru, si je reviens ici, vous avez, si vous descendez tout en bas, eh bien, vous avez plein de suggestions de contenus intéressants qui n'ont pas été intégrés sur Your Text Guru. Vous pouvez creuser, creuser, creuser. Et s'ils sont là, c'est qu'ils sont aussi tapés par les internautes sur Google, parce que c'est lié aux People Also Ask, donc les questions aussi posées sur Google. Donc voilà, ne pas hésiter à creuser ces éléments. Et je laisse la main à Paul pour la partie suggestion de sujets en plus. Alors, après cette petite review des erreurs courantes, on va passer à comment trouver des suggestions de sujets en plus pour pouvoir, dès que vous rendez un sujet, pouvoir apporter directement des idées pour la prochaine mission. En fait, l'idée, jusqu'à maintenant, souvent c'était le client qui détermine qu'il a des besoins SEO. Il détermine ses sujets, il vous commande des textes, vous rédigez, vous livrez. Et là, si vous voulez de nouveau entamer une collaboration, eh ben, soit vous attendez qu'il vous repasse une commande, soit c'était prévu, mais c'est juste pour un certain nombre d'articles. Et voilà. L'idée maintenant, c'est que, bon, soit le client a déjà réfléchi à des sujets et il vous commande les textes, soit c'est vous qui abordez le sujet du SEO et vous lui présentez votre offre. Mais imaginons que ça soit ça, les deux premières étapes. L'idée derrière, c'est que vous rédigiez et qu'à chaque fois, en fait, vous n'ayez jamais de trou dans votre calendrier, vous puissiez proposer des nouveaux articles, ils les valident ou non. Évidemment, pour proposer ces nouveaux articles-là, il va falloir expliquer la méthodologie que vous avez adoptée et pourquoi c'est pertinent en SEO. Donc, je vais vous montrer tout ça assez rapidement. 3 étapes. Avant de proposer des idées, assurez-vous d'avoir bien compris ce que vend le client, son persona, et où en sont les personnes qui vont arriver sur le site par rapport à cette solution que l'entreprise apporte. Ensuite, toutes vos idées, vous n'allez pas lui proposer 15 idées à chaque fois que vous livrez un texte. Il va falloir les classer, les trier. Je vais vous expliquer ça. En tout cas, c'est ma méthode. Vous pouvez en prendre des petits bouts, tout parti. Voilà. Et ensuite, ce qui est bien, c'est de proposer des sujets à la fois en amont et en aval dans le processus de réflexion du client. On verra tout ça tout de suite. Alors, quand vous allez classer les articles, personnellement, moi j'ai une méthode qui est en 3 parties. Bon, vous connaissez sans doute Tofu, Mofu, Bofu. Personnellement, tous les sujets, à chaque fois, je leur mets un tag. Tofu, la solution, elle peut être mentionnée. Donc, par exemple, apprendre la grammaire. Là, si on a une extension Chrome de correction orthographique, là, on peut le mentionner. Mais ça ne va pas être directement la réponse aux besoins. La personne veut apprendre la grammaire. Mofu, donc middle of funnel, la solution d'entreprise peut être évoquée comme prochaine étape, mais ce n'est pas essentiel. Bon, je pense que vous avez compris. Et Bofu, l'entreprise et la solution au problème évoqué. Donc là, par exemple, c'est sur des sujets, quelle est la meilleure extension Chrome de correction orthographique. Et là, on est clairement sur du Bofu parce que notre entreprise vend une extension de correction orthographique. Pareil pour, si je prends l'exemple de TOT, par exemple, qui est un outil qui va vous permettre d'optimiser vos textes. Là, les sujets, ça serait comment optimiser un texte SEO. Un sujet Bofu. Un sujet Tofu, ça serait comment améliorer son SEO. Ou comment avoir plus de visibilité sur Internet. Des choses comme ça. Ensuite, voilà, un petit exemple. Apprendre la grammaire, Tofu. Comment éviter de faire des fautes, Mofu. Extension Chrome, correcteur d'orthographe, c'est clairement en bas de funnel. Une fois, donc ça c'est la phase de priorisation. Mais avant, il faut les trouver, ces idées-là. Ça, je vais vous donner différentes techniques. La première que je vous présente, c'est celle du coup de TOT, le logiciel que j'ai fait. Je vais vous montrer directement sur l'interface, ça sera peut-être plus parlant. Hop. Ah bah tiens, on va regarder celui-là. Devoir de vigilance. Et là. Alors, ici, je bouge ma tête. On a donc, on est sur l'interface de TOT et on va aller dans idées de sujet. Ici, on a toutes les idées que TOT a pu trouver pour vous aider à étoffer ce contenu-là. Donc, imaginons que le client vous ait demandé
de rédiger l'article sur devoir de vigilance des entreprises. Ici, c'est un guide. Mais derrière, il y a peut-être des choses qui sont vraiment trop spécifiques pour être dans un guide qui est déjà énorme, 2363 mots. Et donc, vous pouvez aller checker qu'est-ce qui pourrait être intéressant en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a qu'est-ce que l'obligation de vigilance, quelles entreprises sont concernées, quelles compétences pour la loi, comment en faire un, à qui est soumis, qu'est-ce que c'est qu'une attestation de vigilance. Ça, typiquement, on peut peut-être faire un article spécifique là-dessus. Je ne pense pas que devoir de vigilance des entreprises, cet article-là ait une chance de se positionner sur attestation de vigilance. Donc ça nécessite du coup 2 pages. On verra comment on peut déterminer ça plus vite plus tard. Mais voilà, a priori, il y a de quoi faire un deuxième article. Pareil, qui doit faire un plan de vigilance? Ça peut être potentiellement un sujet pour un autre article. Donc voilà, il y a pas mal d'idées, pas toujours. Hein. Là, c'est une question, c'est une vraie requête informationnelle, devoir de vigilance des entreprises. Mais si vous mettez iPhone 4, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'idées. On peut aller faire un petit test sur une requête commerciale, pourquoi pas. Tiens, non, T.R, c'est vraiment informationnel. Par exemple, Way. Hop. Là. Bon, mauvais exemple. Prix Way, par exemple. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'idées de sujets. Bon, le mieux, c'est peut-être de vous laisser tester. Ou bien, je vous montre si l'analyse est rapide. Hop. Alors, Prix Way. Bon, mauvais exemple. Mais en tout cas, typiquement sur des SERP où il y a beaucoup de pages catégories ou beaucoup de fiches produits, il y a souvent moins d'idées de sujets parce que toi, tu as moins de sémantique à se mettre sous la dent pour trouver des idées. Donc voilà, ça peut commencer à vous aider. Vous pouvez aussi regarder les groupes de mots fréquents. Typiquement, là, on est sur quoi? Pre-Way, acide aminé. Qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé? Parce que ça peut être intéressant. Masse musculaire, comment on l'a développée, comment on l'a gardée. Voilà. Nutrition sportive, qu'est-ce qu'il faut savoir? Prise de masse, comment on l'a fait, combien de temps ça dure. Voilà, tout ça, ça peut vous donner des idées de sujets. Je reviens à ma présentation. La partie d'après, c'est tout simplement utiliser Google. Bon, là, c'est très simple. Un mot-clé, une étoile, un autre mot-clé, et vous allez avoir beaucoup de suggestions. Autre petite technique, quand vous y êtes, n'hésitez pas à vous servir de termes vraiment interrogatifs. Par exemple, comment, si je reprends mon exemple, comment l'utiliser, comment la doser, comment la choisir, comment la préparer, la mélanger, la fabriquer. Bon voilà, ça, n'hésitez pas, des termes interrogatifs, pourquoi, comment, combien, plein d'idées pour enrichir votre offre. Ensuite, tout simplement, je vais juste remettre en grand, ça sera plus sympa et plus visible. Vous pouvez vous rendre sur les forums spécialisés. Donc là, vous mettez forum, votre mot-clé, et souvent, il y a beaucoup de questions. L'avantage de ces questions, c'est que vous êtes sûr et certain qu'il y a des gens qui se les posent. Parce que s'il y a quelqu'un qui a suffisamment eu de courage pour aller sur un forum, poser la question, il y en a au moins 80, 100 derrière qui se sont posés la question, qui l'ont tapé sur Google, qui n'ont pas trouvé la réponse, et qui n'ont pas eu la foi d'aller sur un forum, poser la question, attendre la réponse. Autre petite technique, vous pouvez observer le contenu sur YouTube. Généralement, une vidéo, c'est quand même plus lourd à faire qu'un article. Les gens qui ont fait ça, souvent, réfléchissent, demandent à leur communauté et se basent sur leur analytics pour suggérer des nouveaux contenus. Donc, au moins, là aussi, vous êtes sûr qu'il y a des questions que les internautes se posent et vous avez même des premières infos pour vous aider. Ce qui est pas mal, c'est d'aller voir ces vidéos, du moins quelques-unes, voir les trous dans la raquette et aller suggérer des idées à partir de ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Le sujet était, donc, en exemple, comment trouver des idées de mots-clés. Et en fait, sur les visuels, à chaque fois, on en prend quelques exemples. Donc ceux qui sont fichés là, ceux qui sont fichés là, là et là. Et on obtient une liste, par exemple, de 4 idées que vous pouvez suggérer. Comment avoir beaucoup de mots-clés référencés sur Google. Donc là, c'est plutôt en amont par rapport à cette requête. Combien de mots-clés visés en SEO, comment les prioriser et comment avoir le volume de recherche d'un mot-clé. Donc ça, voilà, c'est 4 idées, c'est pas tout à fait le même état d'esprit derrière, c'est des sujets qui se complètent bien, donc ça peut être intéressant de suggérer les 4 au client en disant voilà, sur lequel tu préfères que je me concentre pour la suite. Petite technique encore sur la Search Console. Alors, ça, le mieux, c'est un petit exemple. Si vous y avez accès, c'est pas toujours le cas. Voilà, on va se baser sur ce site-là. Le mieux, c'est de se mettre sur 28 jours. Hop.
Et on va appliquer un filtre de position. Et on va prendre celles qui sont supérieures à 30, ou même pas. Hop là. Mon filtre n'a pas fonctionné. Supérieur à... Voilà. Donc là, on a plein de sujets qui ressortent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les clics, vous pouvez garder les impressions, sur lesquels vous n'êtes pas suffisamment bien optimisé pour vous positionner. La preuve, vous n'êtes même pas en deuxième page. Par contre, Google a bien compris que votre site, il était dans cette thématique-là et que ça pouvait être intéressant pour vous. Enfin, c'est intéressant pour vous d'aller voir ça pour aller proposer des idées parce que directement, Google vous assimile à cette thématique. Donc ce sera un gros bonus. Qu'est-ce qu'on a ici? Juste le terme orthophoniste, graphothérapeute, lunettes de dyslexie. Okay. Lunettes pour dyslexique, pareil. Alors ça, pour le coup, je connais le site et je sais qu'il n'y a rien sur le sujet. Donc pourquoi pas aller créer un article sur lunettes pour dyslexique. Si de base, on n'a pas vraiment de page là-dessus et qu'on est 33e et 30e, ça peut être intéressant. Ce qui est pas mal derrière, c'est d'aller trier par impression. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les mots les plus recherchés. Donc là, troubles cognitifs, troubles de l'attention, aide aux devoirs en ligne, pareil, ça je sais qu'on n'a rien. Enfin, que ce site n'a rien. Donc pourquoi pas créer un article vraiment dédié. Donc voilà, petite technique, c'est vraiment rapide, ça nécessite d'avoir un accès, mais bon, ça mange pas de pain, il y a souvent beaucoup d'idées. Alors, léger changement de cadre pour vous parler de comment maintenant trouver, non pas les pages à ajouter, mais celles qui sont à enrichir. Parce que souvent, il y a déjà beaucoup de potentiel dans le site, il faut juste optimiser les pages de la bonne manière pour aller chercher du trafic plus ou moins qualifié suivant l'objectif SEO. Alors, première technique que je vais vous montrer, ça se base encore sur la Search Console. Après, je vous montrerai une variante à partir de SEMrush. Mais voilà, SEMrush, ça reste des estimations. La Search Console, même si c'est incomplet, il y a beaucoup plus de data. Donc le mieux, c'est de se baser là-dessus quand on l'a. Donc on va sur la Search Console et on va aller appliquer un filtre de position et une requête personnalisée. Donc je vais reprendre depuis le début. Hop. Vous allez sur le site de votre client, par exemple. Là, c'est un de mes sites, du coup, je n'ai pas trop de problème à vous le montrer. Alors, première étape, on va appliquer un filtre sur les requêtes. On va aller dans requêtes personnalisées et on va taper cela. Ça va nous permettre d'identifier toutes les requêtes de plus de 4 mots. Évidemment, si vous changez là, le 4, vous pouvez mettre 3, 5, 6, 7, ce que vous voulez. Et donc là, on filtre que les requêtes de plus de 4 mots. Ensuite, on a deux choix. Soit on trie par impression et on regarde directement lesquelles méritent une petite optimisation. Ou bien on applique un filtre de position, mais cette fois inférieur à 20. Et comme ça, on voit les pages où il y a vraiment du potentiel, où les pages se positionnent mais ont besoin d'un petit coup de boost. Alors, on peut regarder lesquelles peuvent nous intéresser. Par exemple, celle-là, où on est plutôt 9e. La dyslexie peut-elle disparaître? Et donc là, il y a deux choses. Avant de se lancer dans la rédaction de cette page-là, on va déjà aller voir de quelle page il s'agit, enfin dans l'optimisation de cette page-là. A priori, c'est celle-là qui se positionne. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller voir, est-ce que ce qui manque, c'est du backlink ou est-ce que c'est de l'optimisation? Et pour ça, très simple. Moi, ce que j'aime faire à chaque fois avant, c'est je l'analyse, donc en l'occurrence avec Tot, mais vous pouvez utiliser un autre logiciel, comme Your Text Guru ou autre. Donc là, j'ai fait la requête juste avant. La dyslexie peut-elle disparaître? Hop. On va voir ce qu'il nous conseille. J'ai copié-collé le texte de la page. Et on voit que sur les 76 requis, on est à 75. Bon, c'est pas si mal, l'introduction est plutôt bien, c'est bien optimisé, et on est largement au-dessus de ce qui était conseillé en termes de nombre de mots. Après, est-ce qu'on mentionne ça pile dans la page? Non, on ne mentionne pas la dyslexie peut-elle disparaître. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On peut aller regarder les concurrents, comment ils se positionnent. On voit qu'il n'y a personne qui est très très optimisé. Celui-là un petit peu. Bon, a priori, il y a parent.fr qui est à 78. Ça peut peut-être valoir le coup d'optimiser au-delà, mais visiblement, c'est pas forcément ça le gros souci d'optimisation. Du coup, là, vous avez deux choix. On voit que cette formulation-là n'est pas présente dans le texte. Donc ça peut valoir le coup de rajouter, sous forme de FAQ par exemple, pour ce type de requête, un petit paragraphe bien optimisé. Et dans ce cas-là, quand vous faites ce paragraphe-là, vous commentez ici comme si c'était un article. Et là, on va essayer d'atteindre les 15% juste sur la réponse. Et donc là, vous utilisez les mots-clés qui sont là pour ce paragraphe-là. Et ensuite, vous l'ajoutez à votre page. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément... donc ça peut marcher, mais je conseillerais aussi d'aller regarder au niveau des backlinks, est-ce que c'est nécessaire ou pas. Si c'est pas dans votre prestation,
simplement passer à autre chose. Il y en a plein des requêtes. Vous pouvez faire le test sur tout à fait autre chose. Mince. Voilà, on peut aller voir un peu plus loin. Par exemple, celle-là, on est 10e, manque de concentration, que faire? On peut mener l'analyse. Hop. Hop, donc on attend une petite minute le temps que ça fasse l'analyse. Voilà. Et donc on va aller voir les niveaux d'optimisation requis, 74 a priori. Et est-ce qu'on est déjà positionné? Est-ce qu'on est rentré là? C'est ça. Ah, parfait, il y a déjà la page. Hop. Donc, on va aller tester ce contenu. Bon, je fais ça pas très très propre, hein, vous voyez, je copie le menu tout, mais c'est pour que vous ayez le process. 78 sur les 74 requis, donc a priori là-dessus, il n'y a pas forcément besoin de rajouter, de réoptimiser des pages. En même temps, c'est que des pages, vous voyez, qui sont quand même très très longues, hein, 4000 mots. Ce genre de process, ça marche plutôt sur des pages courtes, sur lesquelles vous avez 800, 1000 mots, et où là, il y a besoin de vraiment rajouter. Donc, je vais pas continuer jusqu'à trouver une page pour vous montrer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Là, maintenant encore, deux solutions. Visiblement, c'est pas l'optimisation sémantique qui pêche, ni le nombre de mots. Donc, vous pouvez formuler un paragraphe, enfin, cette question exacte-là, la réoptimiser sous forme de petits paragraphes en essayant de viser les 15%, ou bien aller chercher du côté des backlinks si c'est dans votre prestation. Sinon, vous pouvez continuer à chercher. Ça me donne du coup des idées de fonctionnalités pour Tot, de ressortir directement les pages qui méritent d'être optimisées et pas celles où visiblement ça vient des backlinks. Mais on verra ça plus tard. Alors, donc ça c'était la première technique, se baser sur les pages qui sont pas encore en top 5, top 3, et aller voir si ça manque d'optimisation. Et pourquoi je filtre par requête de plus de 4 mots? Parce que généralement la concurrence est un peu moins rude quand même. Les formuler, mettre ces 4 mots d'affilée, c'est plus simple d'optimiser et de prendre des positions sur des requêtes plutôt longues. C'est pas parce que vous êtes 8e sur BB qu'une optimisation sémantique simple pourrait vous faire passer au-dessus. Là, il y a sur des requêtes vraiment de très courte traîne, souvent il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu. Et si vous êtes déjà 8e sur BB, votre sémantique est probablement déjà excellente. Alors, ça, vous pouvez le faire aussi sur SEMrush. Si vous n'avez pas accès à Search Console, c'est le même principe. Vous mettez un site. Donc ici, j'ai mis Live Mentor par exemple. Vous allez dans Organic Research et vous allez filtrer par position de 11 à 20. Et vous allez ressortir les pages qui sont du coup après, qui ne sont pas sur la première page. Parce que le jour où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore le scroll infini sur PC. Et pareil, même principe. Là, vous ne pouvez pas filtrer par nombre de mots, il me semble, sur SEMrush. Donc, il n'y a plus qu'à le faire à la main. Mais voilà. Vraiment, même principe. Alors, juste 2-3 mots sur comment vous allez enrichir un texte pour avoir une chance de référencer la page sur cette requête-là, sans diminuer les positionnements de la page sur d'autres mots-clés. Vous posez, donc encore une fois, moi je prends des requêtes plutôt longues sur lesquelles je cherche à me placer, et j'essaye de la formuler sous forme d'une question, une réponse bien optimisée. Derrière, l'idée, si vous avez déjà répondu à cette intention de recherche dans le paragraphe, c'est pas forcément une excellente idée de le traiter. Vous pouvez éventuellement le reformuler, mais ce qui marche vraiment le mieux, c'est juste de répondre à la question parce que vous n'y répondiez pas dans la page avant. Voilà. Ensuite, appuyez votre réponse, chiffre, source, en dessous du paragraphe ou en bas. Enfin, tout ça, c'est vraiment des petits éléments qui, moi, de mon expérience, en tout cas, aident vraiment à aller chercher ces petites requêtes qu'on va grappiller au fur et à mesure. Petit conseil sur ce genre de prestat. Donc, je vous ai donné un ordre de grandeur au niveau de l'optimisation pour 200 mots, quand vous visez avec 200 mots un nouveau positionnement, en rajoutant 200 mots. Et par contre, très important, évitez de facturer au mot, parce que 200 mots, vous le facturez pas bien cher, peut-être 20 € pour les plus chers d'entre vous, ou peut-être 30, j'en sais rien, mais voilà, c'est un travail de longue haleine, il faut trouver d'abord les pages à optimiser, vérifier que c'est bien la sémantique qui pêche, vérifier est-ce que c'est pertinent d'apporter cette réponse-là dans cette page-là. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps, et donc je vous conseille vraiment de le facturer à l'heure. Et après, votre tarif horaire, c'est vous qui voulez. Maintenant, on va parler de la cannibalisation des pages dès la rédaction. Comment vous allez pouvoir assurer au client qu'il ne va pas perdre de l'argent, pas perdre du temps à créer des pages qui en fait auraient pu en faire qu'une seule. Hop. Alors, petit rappel de définition de ce que c'est que la cannibalisation. Je n'ai même pas regardé s'il y a une définition qui est
vraiment établi en SEO. Personnellement, moi je le définis comme des requêtes différentes qui ont la même intention de recherche derrière. Donc si je dois vous donner un exemple, par exemple, protéines en poudre prix et protéines en poudre tarif, c'est deux requêtes qui sont différentes et qui ont visiblement la même intention de recherche derrière. Ou pareil, protéines en poudre achat ou protéines en poudre achat en ligne, c'est quand même très très proche et c'est probablement les mêmes pages qui vont se référencer. Alors, est-ce que pour autant c'est impossible de se positionner avec deux pages différentes sur une même requête? Alors là, j'ai pris l'exemple de protéines en poudre et on voit que Phytadium a plutôt bien réussi son coup avec deux pages bien différentes, une informationnelle et une à intention clairement commerciale. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est aussi sujet à la chance, tout simplement. Google, c'est lui, au final, quand même, le juge de paix qui va décider si oui ou non vos deux pages méritent d'être positionnées. Ça arrive régulièrement, mais je vous déconseille de miser là-dessus. Là-dessus, on entend souvent que quand on a deux pages qui traitent la même intention de recherche, Google ne sait pas à quelle page faire remonter. Google, personnellement, je trouve que c'est faux et c'est pas du tout ce que j'observe dans mes études. C'est que Google, il a bien les deux pages et visiblement, il a compris le contenu des pages, donc il sait très bien laquelle il faut référencer. Si les deux disaient exactement la même chose, il en prend une et puis voilà. Par contre, les vrais risques, c'est que le client va vous payer deux pages, alors qu'une seule page aurait suffi, et ça ne va pas lui apporter deux fois plus de trafic, parce que de toute façon, il y avait un volume de recherche donné pour les requêtes que vous allez viser avec une page. Ensuite, au niveau du maillage interne, quand vous faites un lien vers la page, si je reprends protéines en poudre, vous allez peut-être vous battre, enfin ne pas savoir vers quel lien, vers quelle page faire du lien. Et pareil, quand vous achetez des backlinks, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je l'ai mis, on se trompe, on fait des backlinks vers la page à intention informationnelle, par exemple, alors qu'on voulait pousser la commerciale, ou l'inverse. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais voilà. Ce que je conseille, donc quand vous avez identifié différentes requêtes, ou que le client vous a commandé des articles sur des sujets qui sont différents, soit vous le conseillez de fusionner ces pages-là en une seule page, ça peut être un plus gros article, je ne sais pas, mais en tout cas, lui dire non, on va pas faire de page, on en fait une seule. L'autre idée, c'est de suggérer de traiter, cette intention de recherche, mais deux axes différents. Donc, voilà. Par exemple, si on prend les protéines en poudre, si vous cherchez, j'ai pas fait l'étude avant, mais par exemple, protéines en poudre, prix. Si vous voulez vous positionner là-dessus. Et avec un article informationnel, ce qui peut se jouer, il faudra regarder la salle. Soit vous faites quel est le prix des protéines en poudre, ça peut être un article, et le prix des protéines en poudre est-il trop élevé? Ou bien un article qui retrace l'évolution des prix des protéines en poudre dans le temps, avec les différences de qualité, les normes européennes, les choses comme ça. Ça peut être un axe différent, à voir si, encore une fois, ça vaut le coup de le fusionner en un seul article ou de faire deux articles différents, si c'est vraiment le désir du client, pourquoi pas. Pour ça, vous avez deux méthodes. Donc, soit vous allez taper les requêtes sur Google et simplement comparer les SERP. Donc, est-ce que les articles qui sont dans le top 3, c'est les mêmes, ou enfin les URL qui sont dans le top 3 sont les mêmes? Si oui, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'il faille fusionner ces pages-là. Et sinon, combien d'articles sont présents dans le top 10 sur les autres requêtes? S'il y a une seule URL en commun sur les deux requêtes, par exemple, protéines en poudre, prix, je reprends toujours le même exemple, et protéines en poudre, tarif, là, s'il y a une seule URL en commun, a priori, ça peut valoir le coup de faire deux pages différentes, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui fait la jonction. Ou bien, vous passez par Todd qui fait ça pour vous. Je vais essayer de vous montrer rapidement comment faire. Donc, je vais me rendre sur... Pour ça, je vais me rendre sur la page Todd. Donc nous voilà sur Todd. Ça, c'est l'ancienne version, juste mini disclaimer, parce que je suis en train de tout refaire dans un autre langage. C'est sympa. Mais du coup, je vous ai mis là sur l'ancienne version parce que tout simplement parce que j'ai pas encore fini cette fonctionnalité-là sur la nouvelle version en 100% d'autonomie. Du coup, je vais vous mettre. Donc là, c'est la page démo. Et vous pouvez trouver différents sujets. On va essayer de voir s'il y a des sujets qui peuvent se cannibaliser. Par exemple, est-ce qu'il y en a densité maximale de mots-clés à répéter par page, par exemple. Donc là, en gros, comment ça fonctionne sur Todd? Vous avez des groupes de requêtes. Donc tout ça, c'est dans le même groupe démo. Et pareil sur l'autre version. Et vous pouvez regarder entre ces pages-là, est-ce qu'il y a des risques de cannibalisation entre toutes ces requêtes-là? Donc, j'ai pas fait la recherche avant, donc peut-être qu'il n'y en a même pas. Ok, alors j'ai trouvé sur un ancien espace des risques de cannibalisation qui ont été identifiés. Donc là, on est sur panneau solaire orage. Et donc ça nous signale, panneau solaire foudre, attention, il y a des gros risques de cannibalisation. Les panneaux solaires résistent-ils à la foudre et à l'orage? Pareil, a priori, bon, c'est des requêtes qui sont différentes, c'est pas les mêmes mots. Par contre, l'intention de recherche derrière, c'est vraiment en rouge, c'est au-dessus de 40%.
c'est vraiment conseillé de les fusionner et de les traiter en une seule page. Par contre, panneau solaire grêle, a priori, ça peut être traité soit sur la même page, soit pas. Je vais essayer de vous donner des repères, des chiffrés. Après, le mieux, c'est de faire vos tests, mais voilà ceux que j'utilise. Voilà. Donc voilà les repères que j'utilise. Sur les scores qui vous sont donnés par TOT, je ne connais pas les autres, enfin, je n'ai pas vraiment regardé les autres outils, mais en tout cas, sur TOT, au-dessus de 40%, moi, je conseille de fusionner, de toute façon. Inférieur à 40%, je fusionne si, clairement, les intentions de recherche sont vraiment les mêmes. Typiquement, panneau solaire orage, panneau solaire pendant l'orage, a priori, c'est vraiment la même chose derrière. Donc ça, c'est pour un article classique. Pour un gros article, donc là, où on va traiter beaucoup plus de choses, parce qu'il y a plus de mots, on va au-dessus de 40%, moi je fusionne de toute façon, et en dessous, je fusionne si, clairement, les intentions de recherche sont les mêmes. Parce que Google n'est pas infaillible, TOT n'est pas infaillible, il se peut des fois que, juste, visiblement, c'est pas la même chose, donc il n'y a pas vraiment de raison de traiter ça dans la même page. Si pour le lecteur, ça n'a pas de sens de le traiter dans la même page, j'insiste, le faites pas. Après, en général, quand de toute façon, on est au-dessus de 20% ou au-dessus de 40%, suivant les cas, a priori, si c'est que l'internaute, en tout cas que Google a identifié que l'internaute, il voulait la même chose. Donc voilà pour les repères. Après, le mieux, c'est de faire vos propres tests. Voilà ce que j'utilise. Donc, j'avais mis un exemple. Je vais reprendre ça. Quelle est la densité maximale de mots-clés à répéter par page? Donc 22% de risque de cannibalisation. Donc on voit que ici, je m'en sors pas avec cette tête. On a 2 pages en commun et des intentions qui sont vraiment très proches. On parle de densité encore une fois, le nombre de mots à répéter, c'est pareil. Je fusionne du coup pour les deux, a priori. Là, comment se positionner sur un mot-clé SEO? Comment choisir ces mots-clés pour le référencement et où mettre les mots-clés pour le SEO? Donc, a priori, on a ici 3 pages en commun et ici 2 pages en commun entre les deux. Par contre, c'est, comme je l'ai mis, effectivement, un peu différent les intentions de recherche, où mettre les mots-clés et comment se positionner. A priori, on peut le traiter, mais là, c'est vous, ça dépend de combien de mots vous avez, quel sera votre plan, quelle vraiment information vous voulez transmettre, mais c'est peut-être pas le plus urgent de dire où placer les mots-clés, où mettre les mots-clés en SEO là-dessus. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. En tout cas, celle-là, personnellement, je le mettrai, je le fusionnerai, et celle-là, à voir suivant le plan et l'axe que vous mettez. Mais tout ça, vous n'êtes pas obligé de le faire une fois que le client a commandé. Il peut vous soumettre des idées, vous faites l'analyse, et vous lui dites, voilà, d'après toutes les requêtes que vous m'avez soumises, voilà les articles que je ferai avec tel plan. C'est un peu de travail, mais ça évidemment, il faut le facturer aussi, parce que c'est un gros taf qui, lui, a beaucoup de valeur ajoutée pour lui. Ça lui évite de perdre de l'argent. Donc, voilà. Et enfin, ici, combien de temps prendre de la whey? On va aller brancher ça. On a en combien de temps la whey fait-elle effet? Donc, effectivement, visiblement, c'est pas forcément la même intention de recherche directement, mais les pages qui se positionnent ici semblent aussi se positionner là-dessus. Donc, a priori, je le ferai. Par contre, à quel âge peut-on prendre de la whey et comment préparer un shaker de whey? C'est pas forcément obligé. Personnellement, sur un article classique, tel que je le ferai sur ce genre de sujet, je ferai des pages différentes. Donc, voilà, a priori. Ensuite, on va vous parler du meilleur format pour présenter cette information, parce que là, vous faites beaucoup d'études en amont, mais derrière, il faut trouver comment j'apporte le bon format par rapport à ce que Google veut et ce qui plaît le plus à l'internaute. Alors, c'est parti pour cette partie. Le format d'une page, ça a 4 composantes. Il peut s'agir du type de page, est-ce que c'est une fiche produit, un catalogue, une homepage, une page de forum, un article éditorial classique. Voilà. Dans cette page, on a différents éléments qui permettent de donner de la structure. On a des listes, tableaux, les titres, les sommaires, les images, les vidéos, les schémas, l'audio, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des mises en exergue, des citations, des bouts de code. Voilà. Tout ce qui est, en fait, tout le format HTML. Il n'y a pas que des paragraphes, il y a tout le reste. Ensuite, la page, elle a un certain gabarit, une certaine forme. Ça peut être, encore une fois, là je donne quelques exemples, il y en a plein d'autres. Guide, checklist, tutoriel, article, case study, exemple, une histoire, un récit, une recette de cuisine. Voilà. Et on a des petits plus qu'on ajoute, les données structurées. Là, c'est pas visible aux yeux des utilisateurs, mais ça peut être utile pour les robots, pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, pour déterminer le type de page que vous allez devoir produire, vous avez 2 choix. Soit vous tapez la requête, tout simplement, et vous regardez la SERP, à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est plutôt des pages catégories, des fiches produits, des pages de forum, des homepages, des pages navigationnelles. Donc, par exemple, vous tapez contact Apple,
vous allez probablement tomber sur la page contact. Si vous tombez sur des annuaires, si vous tombez sur des articles de blog. Voilà. Donc ça, l'idéal, c'est de regarder le SERP. Vous pouvez aussi utiliser TOT. Donc j'ai changé un tout petit peu la formulation, ce n'est plus chance de succès ou autre. C'est désormais intention de recherche, fiche produit, catalogue, éditorial. Sachant que pour l'instant, dans éditorial, ça regroupe un peu tout le reste. Ça, faut bien le comprendre. C'est en gros, pour ici, manque de concentration, que faire? On a visiblement très peu de chances de se positionner si on vient optimiser une fiche produit, donc ça sert à rien de perdre du temps là-dessus, pour cette requête-là. Ensuite, on a aussi peu de chances de se positionner avec un catalogue. Là, c'est peut-être un catalogue, pardon. Là, c'est peut-être un catalogue d'outils pour aider à la concentration, ou de médicaments pour la concentration, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais c'est peut-être ça. Par contre, une page éditoriale qui référence des solutions pour pallier au manque de concentration, je pense des élèves ou des enfants, là, ça a plus de chances. Par contre, il y a d'autres cas où ça peut être totalement autre chose. Si je vous prends un petit exemple, Preway par exemple, je peux regarder avant. Bon, là, on est clairement sur des pages catégories ou sur de l'informationnel. Ça, c'était un petit test que j'ai fait parce que les guillemets ne passaient plus, mais c'est bon, c'est réglé. Voilà. C'est tout pour cette partie-là. Au niveau des éléments structurants, je ne sais pas si vous connaissez cet outil de Through, je ne sais pas trop comment le prononcer, mais je le trouve vraiment bien fait aussi. C'est aussi fait par un Français, Samuel Schmidt, je crois. Il y a beaucoup d'infos qui sont très cool. Notamment, en fait, vous tapez une requête et vous avez du coup les pages qui se positionnent avec une estimation de leur page rank, le nombre de mots quand il arrive à l'avoir, le nombre d'images. Après, ça, le nombre d'images, c'est un peu bâtard parce que je l'ai aussi sur TOT, mais c'est compliqué de faire la part des choses entre les mini-images décoratives, les vraies images qui apportent de l'information. En tout cas, moi, j'en suis pas capable. Je pense pas que là-dessus, 68 images aussi qui apportent beaucoup de valeur. Mais en gros, vous pouvez savoir que voilà, il y a beaucoup d'images sur cette page-là, donc ça peut être quelque chose d'important. Vous avez le type de page, vous avez le nombre de titres. Il n'y a pas les dates parce que ça, pareil, c'est compliqué à scraper. Je m'y suis testé pour l'instant avec TOT sans grand succès. C'est très très souvent vide, du coup, je préférais pas le mettre. Le nombre de langues dans lesquelles la page est disponible. Ça, pareil, c'est très souvent 1, sauf sites qui l'ont vraiment spécifié. Le nombre de liens et le nombre de liens externes. Chez TOT, c'est un peu moins visuel pour l'instant, mais pareil, on a le site. Quand on clique ici, on va directement sur la page. Le score d'optimisation du contenu, le nombre de mots, le nombre de liens externes, le nombre de liens internes, les images, les vidéos, les tableaux, les listes et les titres. Donc ça, c'est pas mal pour... on le voyait, ils ont tous quand même beaucoup de listes, a priori. Ils ont quelques titres, peu de tableaux, peu de vidéos, et les images, c'est très hétérogène. Mais voilà, a priori, 19 en moyenne. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. A priori là-dessus, moi je mettrais pas mal d'images. Je crois que c'était Whey Protein, la requête. Visiblement les vidéos, ça peut être un élément différenciant, mais c'est pas ce qui semble faire se référencer les autres. Les tableaux, pourquoi pas, des comparatifs. Les listes, obligatoires. Et quelques titres H2, H3. A priori, il n'y en a pas tant besoin que ça. Ensuite, on peut aussi regarder au niveau des balises, titres, des concurrents. Donc là, encore une fois, c'est Through qui nous liste tout ça. Voilà, bon, là, c'est assez clair comme interface. Il y a la balise title, la métadescription, l'URL, le H1. Pareil sur TOT. Donc, balise title, pareil, un peu moins visuel pour l'instant. Là, je les display juste. Ensuite, vous avez les titres 1, ici. Pareil sur Through. Et voilà. Et il y a aussi les titres 2, mais bon, c'est vraiment la même... Maintenant, il est très intéressant de s'intéresser au format que vous allez mettre en place. Donc, il existe plusieurs types de formats. J'en ai référencé ici 7. Je pourrais même vous en donner un 8e. J'ai fait un post sur Twitter à ce sujet cette semaine d'ailleurs. Et en gros, je pourrais vous donner des exemples sur chacun. Mais si vous butez en fait sur le format que vous souhaitez mettre en avant, voici quelques idées qui pourront vous aider. Le premier, c'est la contre-opinion collective. Ça, c'est dans le cas où vous avez une opinion forte qui va à l'encontre de la pensée collective sur un sujet. Par exemple, j'avais écrit un article sur le blog d'Aventor qui s'intitule « Il n'y a pas besoin d'avoir confiance en soi pour être un bon commercial ». Un commercial n'a pas besoin d'avoir confiance en lui pour réussir. 2, le récit personnel. Ici, vous allez prendre une histoire qui est vraie et qui est liée à un sujet spécifique. Par exemple,
le jour où on a reçu notre première attaque de référencement naturel négatif chez LiveMentor. Et on explique, on donne des exemples et on montre comment on s'en est sorti. 3, le récit extérieur, où là, cette fois-ci, on ne parle plus de soi, mais on utilise un exemple, une entreprise, un client, pour parler d'un sujet spécifique. Par exemple, comment Dollar Chef Club a mis en place sa stratégie commerciale pour vendre plus de 100 000 rasoirs en moins de 2 mois. L'étude de cas, où là, on va s'intéresser à quelque chose qui s'est passé. Par exemple, nous avons analysé plus de 100 000 backlinks et voici ce que nous en tirons comme conclusion. Le tutoriel, où là, on va vraiment donner des étapes concrètes. Par exemple, les X étapes pour référencer ces vidéos sur YouTube. Où là, on donne des étapes concrètes avec un début, un milieu, une fin. Le guide, où là, on est sur quelque chose de fond. Par exemple, le guide complet pour réaliser sa stratégie de mots-clés. J'avais écrit sur le blog de LiveMentor, on est sur des articles de 6 000, 7 000 mots, très dense, très complet, avec beaucoup d'exemples. La liste, en 7e position. Donc là, par exemple, les 28 meilleurs plugins à avoir obligatoirement sur WordPress ou les 7 façons pour monétiser un blog sur WordPress. Et enfin, il y a un dernier format qui m'a été suggéré par l'ami Samuel Schmidt, c'est l'article FAQ. On prend simplement toutes les questions posées. Donc, vous pouvez regarder sur les People Also Ask ou utiliser l'outil Through de Samuel d'ailleurs pour avoir toutes les idées de questions. Et tout simplement, vous prenez votre article et vous répondez à ces questions. Vous pouvez même organiser par H2 avec les questions. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une méthode que j'apprécie tout particulièrement, que j'utilise dans à peu près 90% de mes contenus, une méthode que j'ai introduite à mon équipe de 6 rédacteurs chez LiveMentor et qui permet de créer des articles de référence. Alors, cette méthode, MEG, c'est une méthode qui a été créée par le cabinet de consulting McKinsey, que vous connaissez sans doute. Je crois que c'est le plus connu mondialement, qui a aussi eu des petits problèmes récemment de politique ou autre. Bon, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais en gros, ils ont une méthode qui permet de tester à chaque fois les candidats consultants en stratégie pour voir s'ils sont tout simplement capables de créer un bon argument complet et concret pour les clients avec lesquels ils bossent. C'est à peu près pareil pour la rédaction d'un article, en fait. Un article est un argumentaire, en fait. Et donc, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous souhaitiez rédiger demain, ou le client vous missionne de rédiger un article sur comment construire une bonne stratégie de contenu en ligne ou pour votre blog. Là, je vais vous donner un exemple de comment j'aurais construit cet article avec du coup 3 H2, 3 sessions. Une première section 1, pourquoi est-ce important d'avoir une stratégie de contenu? Section 2, qu'est-ce qu'une bonne stratégie de contenu? Et section 3, comment créer une meilleure stratégie de contenu? J'aimerais que vous preniez 1 minute pour bien relire ces 3 sections et réfléchir en tête et vous demander si, selon vous, ce sont une bonne structure. Bon, la Croix-Rouge ici devrait vous mettre sur la voie, mais je vous laisse quand même analyser un petit peu ces questions. Section 1, pourquoi est-ce important d'avoir une stratégie de contenu? Section 2, qu'est-ce qu'une bonne stratégie de contenu? Et section 3, comment créer une meilleure stratégie de contenu en 2021, 2022 maintenant. J'attends un peu pour que vous puissiez bien vous immerger de ces éléments. Et on va passer cette fois-ci à un autre exemple, toujours pour le même contenu, comment construire une stratégie de contenu, mais avec une structure différente. Allons-y. Alors, toujours pour comment construire une stratégie de contenu, cette fois-ci, j'ai section 1, comment planifier vos 3 premiers mois de contenu. Section 2, comment produire régulièrement des contenus. Section 3, comment évaluer et analyser la performance de votre contenu. Qu'est-ce qui change selon vous? Pardon, je suis allé un peu trop vite. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, la première chose qui frappe, et ça va nous amener du coup à cette slide, c'est ceci. Ici, nous avons une structure logique. Une fois de plus, on se remet à la place de la personne. On saisit, intention de recherche. Qu'est-ce que la personne qui tape ça a en tête? C'est probablement une personne qui vient de rejoindre une entreprise ou qui se lance à son compte et qui souhaite tout simplement commencer à produire des contenus en ligne. Et elle n'en a rien à faire d'avoir des modèles, elle n'en a rien à faire de savoir qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas, ou pourquoi faire une bonne stratégie de contenu. Elle le sait qu'elle doit le faire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, concrètement, comment je vais vraiment mettre la main à la pâte, concrètement, avec des exemples et des conseils concrets et actionnables. Section 1, comment planifier mes 3 premiers mois de contenu. Je commence par 3 mois de contenu, c'est la base, et je vais déjà préparer ça. J'ai mon début, milieu, comment produire régulièrement ces contenus, maintenant qu'ils sont planifiés, que je sais de quoi je vais parler, comment je vais les produire et les scaler sur mon blog, milieu, et enfin, fin, ces contenus sont créés, ces contenus sont planifiés, ils sont produits,
Maintenant, comment évaluer, analyser la performance de mes contenus pour faire mieux ou pour justement revoir ce qui n'a pas marché? La fin. Donc, on a bien une structure logique, on a bien toutes les sections qui adressent l'intention de recherche. Nous avons des sections équitables, nous n'avons pas de chevauchement. Tout à l'heure, vous le voyez ici, mais qu'est-ce qu'une bonne stratégie de contenu et comment créer une meilleure stratégie de contenu? On aura grosso modo la même chose dans ces sections. C'est pas pertinent, on se chevaucher. Et chaque section traite une étape différente et elle s'additionne pour donner une vision globale avec un résultat concret et une vraie conclusion, délivrer un message concret. Enfin, petite astuce bonus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais moi j'aime beaucoup créer des exercices de conclusion à la fin de mes articles. Ça aide en fait au lecteur à passer à l'action, à prendre une décision, à passer d'une version A à une version B, à devenir une meilleure version d'elle-même. C'est pour moi la meilleure façon de conclure un article. Donc, si vous regardez l'exemple ici, à la fin de l'article qui était sur les pages de vente, donc comment créer une bonne page de vente bien optimisée qui vend, justement, avec l'exemple et la méthode Bungle, Bungle qui est un site de vêtements, le plus gros blog de vêtements en France, et qui ont des pages de vente exceptionnelles. Si vous souhaitez les regarder, ce sont de très bons exemples. Si vous souhaitez lire notre article sur le sujet, sur le blog de la vente. Et donc, regardons l'exemple ensemble. Ça, c'est la fin de l'article. Et voyez ce que j'ai mis. Je vous propose donc de commencer l'entraînement tout de suite. 1. Trouvez une page de vente que vous aimez bien et notez toutes les améliorations que vous pourrez faire grâce à la méthode Bungle. Je prends vraiment la personne par la main avec des étapes. 2. Vous pouvez bien sûr faire l'exercice sur une nouvelle page de vente. L'exercice n'en sera que meilleur. 3. Ensuite, vous publiez cette analyse dans les commentaires de cet article. L'idée, c'est de reproduire une sorte de groupe de travail tous ensemble. Comme ça, vous pourrez vous améliorer votre page de vente grâce au retour des autres lecteurs. N'oubliez pas de rendre l'appareil et de donner quelques conseils à votre tour. Ça vous tente? De mon côté, je répondrai évidemment à toutes les questions que vous avez. Donc, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Et dernier conseil, même si vous n'avez pas le temps tout de suite, ne tardez pas trop pour faire cet exercice. Vous connaissez l'effet de la procrastination. Si vous souhaitez maîtriser l'art des pages de vente, essayez de faire cet exercice dès que vous avez un peu de temps libre. Ça, on est sûr que la personne le garde en commentaire et dessus, travaille dessus et obtient une véritable valeur ajoutée de cet article, en fait. Et vous verrez que 80% des articles Elementor se terminent comme ça. Préparer le maillage dès la phase de rédaction. On en parlait dans les 4 choses à avoir en tête avant la rédaction. Nombre de mots, intention de recherche, les mots à utiliser et le lien interne. Eh ben, le lien interne, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 erreurs courantes. 1, ne pas s'intéresser du tout au maillage interne. Du coup, vos clients ne vous prendront pas au sérieux et vous aurez potentiellement besoin de remanier votre article derrière, ce qui n'est pas au top. 2, vous démarche inverse, vous voulez mettre trop de liens internes. Comme je vous l'ai dit, le but, pas d'en avoir trop, mais d'avoir les plus pertinents. Sinon, vous allez diluer votre autorité de page, du SEO. Et enfin, de mettre en place des encres de liens internes qui sont trop artificielles. Une encre de lien, c'est là où vous placez votre terme. Typiquement, le but, c'est pas uniquement de mettre l'encre sur, par exemple, si je veux linker ma page de vente sur Formation SEO, dans les articles dans lesquels je parlais, je vais pas à chaque fois mettre Formation SEO, Formation SEO, Formation SEO, Formation SEO, et mettre le lien sur l'encre Formation SEO. Non. Parce que si on fait ça, au bout d'un certain temps, certes, c'est bien d'avoir de multiplier les liens, mais s'ils sont tous sur la même encre, vous n'avez aucune couverture, et au bout d'un moment, Google va saturer, et vous pourrez potentiellement perdre des résultats. Alors, contrairement à ça, il faut ici aller chercher ce qu'on appelle des variations d'encre de lien. Donc, typiquement, sur un premier article, vous mettez formation SEO, OK. Sur le deuxième, formation référencement naturel, formation pour apprendre le SEO, formation pour devenir consultant SEO, etc., etc. Plus vous faites ça, plus vous augmentez votre couverture aux yeux de Google, qui vous assimile cette page sur plusieurs mots-clés pertinents. Donc, il y a 5 questions au minimum à poser à votre client lorsque vous commencez un chantier SEO. Quand vous allez commencer à faire de la rédaction d'articles. Demandez déjà comment le maillage est-il géré, quel outil est utilisé, combien de liens internes max, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai mon école, 5 liens internes, 1 ou 2 liens externes. Il faut demander celle de votre client pour s'y adapter. Et enfin, quelles sont les pages prio à pousser? Parce que bien évidemment, le but, votre client a sans doute des pages avec du gros impact business derrière, et ce sont des pages qui sont prioritaires à pousser. Et il faut toujours demander ces éléments, toujours dans une logique d'être plus expert et de pouvoir augmenter votre prix derrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas abuser des liens. Ici, moi, j'en choisis 5, les plus forts à chaque fois. Faites les méchamment. 31, 26, 23, 24, 18, et boum, je m'arrête. Alors ici, en rédaction sur article, comment rédiger un article web SEO. Je fais un lien sur outils rédacteur web, sur création de contenu, sur fiche produit et sur compétences réactionnelles. C'est tout. Et voici 2 exemples, donc optimisé et donc semi-optimisé. Vous disiez tout à l'heure avec formation SEO. Vous avez l'exemple ici pour mots-clés SEO, donc optimisé sur le terme principal, on met juste le mot-clé dans l'encre.
et langue semi-optimisée, il y a une variation du mot-clé, avec une phrase, un complément. Par exemple, comment rechercher de bons mots-clés en SEO. Là, vous montrez votre couverture au de Google. Et je laisse la main à Paul pour continuer sur ce sujet du maillage interne. Je vais revenir un petit peu sur cette notion de maillage interne que Thomas a déjà un petit peu parlé avec l'exemple de Your Text Guru. Moi, j'ai une approche un petit peu différente. Du coup, on s'est dit que c'était une bonne idée de la mettre aussi dans la présentation. Déjà, le maillage interne, comme externe en fait, il est constitué de deux éléments que je distingue. Il doit être cohérent et pertinent d'abord pour l'internaute. Donc, il faut que quand un internaute arrive et lit votre page, ça soit logique pour lui d'aller cliquer sur le lien. Si il n'a aucune raison de le faire, dans le processus de réflexion que vous lui attribuez quand vous rédigez, il y a souvent peu de sens au final de mettre un lien. Ensuite, il faut que ces liens entre les pages, ils lui permettent, s'il clique sur les bons liens, de progresser dans sa réflexion. La deuxième étape, c'est qu'il faut aussi que ça soit compréhensible et logique pour Google ou un autre moteur de recherche quand il vient scraper votre contenu. Et pour ça, on va travailler pas seulement la logique entre les pages, mais aussi la sémantique autour de ces liens pour faire des ponts qui soient logiques pour un robot qui n'a pas une compréhension humaine, qui a une compréhension beaucoup plus limitée. Et du coup, c'est à nous de l'aider pour passer un maximum de puissance entre ces pages. Alors, en tant que rédacteur, vous avez 3 manières d'améliorer votre offre et de vendre un peu plus cher à vos clients sur cette partie maillage interne. Je vais vous présenter une partie de ma méthode. Après, vous en faites encore une fois, c'est des idées, vous en faites ce que vous voulez derrière. Alors, la première étape, c'est de garder en tête les sujets que vous allez traiter dans le futur ou que le client veut traiter dans le futur et construire les articles à partir de ça, avec cette vision-là, de où est-ce que vous voulez aller. Ensuite, je vais vous montrer au niveau de l'optimisation des encres et de la contextualisation des liens, comment moi je m'y prends. Et les liens externes, est-ce qu'il faut en mettre combien, beaucoup, pas beaucoup. En fait, ça dépend, je vais vous montrer 2-3 insights. La première étape, gardez en tête les sujets à évoquer pour le maillage interne dans le futur. Donc, le principe, c'est que vous ayez connaissance, même limitée, mais des sujets qui vont être écrits pour que vous puissiez les évoquer sans rentrer trop dans les détails, parce que de toute façon, dès que l'article sera publié, le prochain article, ça soit logique de mettre un lien dans cette partie-là pour creuser le sujet. Pour ça, quand vous arrivez sur un nouveau projet où il n'y a rien écrit, c'est simple, vous avez votre grande liste de sujets, vous la considérez comme exhaustive pour un temps donné, et à partir de là, vous commencez à rédiger avec ces autres sujets en tête. Quand vous arrivez sur un blog qui est déjà existant, là j'ai pris celui de Toino par exemple, il y a déjà beaucoup d'articles. Donc le rédacteur, il va falloir qu'il prenne connaissance de tous les sujets qui sont déjà traités, et qu'il attribue sur chaque page une intention de recherche principale. Par exemple, SEMrush, guide complet de la boîte à outils de SEO, pour comprendre comment fonctionne SEMrush. Et voilà, ça sur tous les articles, pour savoir vers quoi on peut faire des liens, et qu'est-ce qui a été déjà écrit pour creuser des sujets. Ensuite, donc là on a tous les contenus passés. Ensuite, ce que je fais à chaque fois, c'est le plan de tous les contenus futurs par rapport au scope de la mission. Donc à chaque fois, personnellement, je définis un budget, un objectif de contenu, après avoir analysé le marché évidemment. Et du coup, on a une liste de sujets qu'on va devoir traiter. L'idée, c'est que vraiment le rédacteur, à chaque fois, je leur donne tous les sujets futurs qui vont être rédigés pour qu'ils aient une idée et qu'ils ne répondent pas à une question dans un article qui va être répondu ailleurs, parce qu'un lien permettra de le faire. Et ensuite, il va falloir regarder comment est-ce qu'on va faire des liens entre ces articles présents, passés et futurs. Donc pour ça, vous pouvez utiliser Your Text Guru. Du coup, moi, j'utilise Tot aussi. Mais si je vous montre à quoi ça ressemble, pareil, cette fonctionnalité n'est pas encore dans la version finale, mais je pense que d'ici 2 semaines max, ça sera bon pour Noël. Mais par exemple, là, on va prendre panneau solaire orage, tiens. Au niveau du maillage interne, donc là, j'ai listé toutes les requêtes dans Tot que j'allais traiter sur ce site-là. À partir de là, Tot fait ses petits calculs et il me dit, parmi tous ces articles-là, voilà ceux vers lesquels je te conseille de faire des liens. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'articles, comme il y a beaucoup d'articles, et il y a beaucoup de suggestions de liens, parce qu'ils sont quand même très proches. Vous voyez, installation de panneaux solaires, école, lycée, collège, gymnase. Donc ça, c'est normal que ce soit très proche. Alors, a priori, le plus logique, panneaux solaires, orage, évidemment, il faudra faire un lien vers les panneaux solaires résistent-ils à la foudre ou à l'orage, mais ça, on avait vu aussi tout à l'heure que c'était un risque de cannibalisation. Donc si on a 2 pages différentes, il nous conseille très fortement de faire un lien entre les deux. Par contre, évidemment, si c'est une seule page, ça n'a pas de sens. Pareil ici, ça c'était dans les risques de cannibalisation, et pareil ici. Donc, on se retrouve quand même au niveau des suggestions d'outils. Les panneaux solaires peuvent-ils prendre feu? Là, c'est une suggestion intéressante, parce qu'ils peuvent prendre feu à cause d'un défaut d'installation, mais peut-être qu'ils peuvent prendre feu à cause de la foudre aussi. Et donc là, on a un pont entre les deux sujets.
Installation solaire en Suisse romande, est-ce que c'est soumis à l'orage? Peut-être. Donc voilà, c'est pas infaillible, mais il y a sans doute des choses à faire. Quelle assurance choisir pour ces panneaux photovoltaïques? Pareil, il faut inclure les risques liés à l'orage dans son article et faire un lien. On va prendre un autre sujet. Par exemple, Bon, la grêle, on en a marre. Si on regarde, peut-on ajouter des panneaux solaires à une installation existante? Et bien, depuis cet article-là, parmi les sujets que j'ai déjà renseignés, il nous suggère des liens vers combien de panneaux solaires sur un showroom, installation solaire en Suisse romande, encore une fois, parce qu'on traite beaucoup de ces sujets-là, vu qu'on y est. Combien de panneaux solaires pour une pompe immergée? Donc, à chaque fois, en fait, on est sur des articles de combien, et visiblement, ils considèrent que sur ces articles-là, on va donner un chiffre, au combien, et donc c'est pertinent de lui dire, si vous en avez déjà, est-ce que vous pouvez en rajouter? On vous donne la réponse sur cet article-là. Je vais vous donner un exemple sur la page de démo, qui est sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Hop, on va en prendre un pif. Qu'est-ce qu'un mot-clé? Long tail, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'un mot-clé long tail? On a comment se positionner sur un mot-clé SEO. Le pont est assez logique entre les deux. Quels sont les mots-clés qu'il vaut mieux cibler? Et par exemple, dans cet article-là, visiblement, on peut faire un lien. Tout comme dans Your Text Guru, c'est pas toujours réciproque. Les suggestions de liens les plus importantes, dans Todd, c'est pareil. C'est pas parce que, ici, comment se positionner sur un mot-clé SEO, la principale recommandation... Non, pardon, j'ai avancé. C'est pas parce que qu'est-ce qu'un mot-clé long tail, ici, la principale recommandation, c'est comment se positionner sur un mot-clé SEO, que comment se positionner sur un mot-clé SEO, la principale recommandation sera celle-là. Et ensuite, vous avez ceux où les scores sont moins forts, en orange, et quand c'est vraiment... En fait, quand vous avez que quelques articles et qu'il y a très peu de raisons de faire des liens, c'est en rouge. Donc, voilà. Ça, c'est des indications. Encore une fois, c'est pas parole d'évangile. Vous pouvez vous en inspirer. Visiblement, d'un point de vue sémantique, c'est pertinent. Par contre, vous êtes vraiment les derniers maîtres pour déterminer si oui ou non, pour un internaute, ça a du sens. Et pour le coup, c'est là où je diffère un petit peu de Thomas. C'est pas parce qu'il y a des forts scores de proximité sémantique entre les sujets qu'il y a forcément de la cannibalisation. Par exemple, là, qu'est-ce qu'un mot-clé long tail? J'ai pas regardé avant, mais on n'a peut-être pas forcément, on n'a aucun risque de cannibalisation avec comment se positionner sur un mot-clé SEO, alors qu'il y a une proximité sémantique très forte. Et ça, c'est un peu ce qui différencie de Your Text Guru dans l'approche que vous a montré Thomas. Et en tout cas, voilà, ça me semble un peu plus pragmatique comme approche, parce que ici, on se base sur ce qu'on observe sur la SERP, et là, on se base sur ce qu'on observe dans des articles qui répondent parfaitement à l'intention de recherche. Mais il n'y a pas forcément de raison de penser que parce qu'ils sont très proches sémantiquement, ils vont forcément se cannibaliser. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment faire la différence sur Todd. Ensuite, au niveau des encres et comment vous allez contextualiser vos liens. Il y a un truc très simple qui... Alors, il y a différentes approches. Je vais vous en montrer une première. La première, c'est vous retirez le mot de votre paragraphe, et vous avez votre lien, et vous vous demandez, est-ce que je peux deviner le lien qui est là? En l'occurrence, peut-on cuire de la whey protéine? Voilà encore une question que de nombreux adeptes de musculation se posent lorsqu'ils essayent des... Nombre d'entre eux souhaitent en effet cuisiner leur protéine en poudre à toutes les sauces pour joindre l'utile à l'agréable. Moi-même, je ne me rappelle plus vraiment du mot-clé que j'avais mis là, mais j'imagine que ça doit être recette à base de whey, si j'arrive à déchiffrer un petit peu. Mais bon, ça me semble logique, on parle de cuisiner, de cuisson. Voilà. A priori, ça doit être ça. Mais donc, ça paraît assez logique que ce soit ça, ou en tout cas un équivalent. Quand j'utilise un outil, donc Todd en l'occurrence, je fais que le répéter, mais là-dessus, pour 150-200 mots, c'est les chiffres que je vous avais donnés avant, on est sur 15 à 20% d'optimisation. En gros, sur les paragraphes vraiment clés, on essaye de tabler sur 10% d'optimisation pour 100 mots. Ça, vous pouvez tout à fait supprimer votre texte de l'interface, garder que le paragraphe et regarder son score d'optimisation. Là, on a mis un gros focus par rapport à recette à base de whey. Sur cette page recette à base de whey, j'ai différents mots-clés intégrés. Et ces mots-clés les plus importants, donc petite précision, mais si je vais, par exemple, prix whey, ici les mots-clés ils sont vraiment classés par ordre d'importance. Donc celui-là est plus important que celui-là, ce qui est logique. Whey et acide aminé, c'est normal que sur une requête prix whey, ce soit celui-là le plus important. Et si je dois faire un lien vers la page prix whey,
il est important d'avoir ces mots-clés-là dans le paragraphe. Moi, j'essaye toujours d'inclure au moins les 6 premiers au cœur du paragraphe. Donc ici, on a cuire, whey, protéines, musculation, cuisiner, protéines en poudre, et voilà. Sauce peut-être, je sais pas. Mais donc voilà, ces mots-clés vraiment obligatoires et les plus importants, j'essaye de les inclure dans le paragraphe pour contextualiser. Je fais que vous déplacer ma tête. Ensuite, au niveau des liens sortants. Ah oui, petite astuce qui était donnée par Bourrelli, il me semble, c'est de supprimer le mot-clé. Donc ici. Hop. Si vous voulez vérifier que vous positionnez bien sur recette à base de whey, ah oui, donc c'est ça, vous le tapez sur Google, votre paragraphe, et on va aller supprimer les mots-clés recette. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que dans les balises title qui ressortent, on a les mots-clés recettes. A priori, pas trop. Donc, c'est pas forcément un paragraphe qui a été très très bien optimisé d'après Google parce qu'il ne nous ressort pas le mot recette alors qu'on a intégré les mots-clés autour. Donc, il y a peut-être un peu de travail à faire sur ce paragraphe, je ne sais plus où est-ce que je l'ai pris. Ensuite, au niveau des liens sortants. Le principe des liens, alors il y a plusieurs utilités, évidemment il y en a pour l'internaute, mais d'abord je vais vous parler des robots. Parce que quand vous faites un lien externe, donc depuis votre article vers un autre site, ça permet au robot de comprendre, voilà ce que traite l'article et voilà ce qu'il ne traite pas. Et donc en fait ça lui permet de délimiter votre scope, votre axe, et de limiter votre réponse. Et de bien comprendre à quoi vous répondez, à quoi vous ne répondez pas. Et ça, c'est hyper important. Donc, il faut en inclure quand c'est pertinent. Ensuite, quand vous faites un lien vers d'autres sites, essayez toujours de garder des liens, évidemment, vers des sources fiables, parce que Google, il a une opinion sur tous les sites, et il a... en gros, il sait à peu près quels sites sont de qualité, quels sites sont moins de qualité, et ça joue énormément dans ses rankings. À partir de là, si vous faites que des liens vers des sites de mauvaise qualité, et ben ça se voit que vous ne checkez pas vos sources, et vous renvoyez vers des sites qui, d'après lui, ne sont pas sûrs. Donc ça montre, que vous prenez soin de l'information vers laquelle vous allez rediriger vos internautes, et aussi que vous jouez franc jeu. Parce que faire des liens vers d'autres acteurs, en fait, un site qui ne fait jamais de lien vers l'extérieur, c'est un site qui pue le SEO. On sait que les liens, ça envoie de la puissance. Du coup, il y en a qui sont, par égoïsme, on va dire, ne font jamais de lien vers l'extérieur. Et là, ça sent le SEO, parce que tout est emprisonné, il n'y a aucun lien vers les autres partenaires, et ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui voudrait délivrer la meilleure information. Et en fait, tout simplement, des fois, c'est obligatoire d'avoir des liens externes. Si vous faites liste des plombiers de Lyon, et ben, si vous n'avez pas de lien vers les sites des différents plombiers de Lyon, la page a peu d'intérêt. Il y a des pages où, fondamentalement, avoir des liens externes, c'est ça qui fait leur intérêt. Top 10 des outils de SEO, s'il n'y a pas des liens vers ces outils-là, je pense que la page a beaucoup moins de chances de se positionner qu'une page qui a plein de liens sortants vers au moins 10 sites différents. Donc là-dedans, à chaque fois, on vous a présenté différents outils, mais à chaque fois, c'est vraiment le cerveau qu'il faut privilégier. Et c'est aussi ce que vous allez vendre à votre client. Parce que lui, il va vous dire, mais moi, je pourrais utiliser vos outils, peut-être. Et ce que vous pouvez lui répondre, c'est oui, mais est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous avez l'énergie, est-ce que vous avez la volonté d'aller utiliser ces outils de manière intelligente? Peut-être pas. Construire son plan pour ne rien oublier. Nous terminerons là-dessus. Concrètement, vous avez tous ces éléments en tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous êtes face à votre Google Doc et il est temps de construire votre plan. Donc, avant de vous lancer, à inclure en haut du plan, toujours pour reprendre les éléments qu'on s'est dit, toujours remettre dans un niveau expert, toujours le titre des concurrents pour que vous puissiez, que votre client puisse les avoir en tête pour montrer que le vôtre est mieux, d'avoir les people also ask, les autres questions posées qui peuvent vous aider à construire votre plan, le nombre de mots estimés, les failles des concurrents exploités. Par exemple, vous avez vu que le concurrent 1 parle de ça, mais que le 2 n'en parle pas, et qu'on pourrait faire encore mieux en ajoutant cet élément, alors je peux exploiter cette faille. Les suggestions de mots-clés, de méta, pardon, peut-être plusieurs titres, comme je vous l'ai dit, plusieurs méta, pour que votre client puisse sélectionner ce qui lui convient le plus, et vous mettez bien évidemment, vous, votre avis également.
pareil, hein, ça vous place encore une fois en tant qu'expert. À mon sens, je pense que ce titre est le mieux puisque le mot-clé est placé en début de titre et que je trouve qu'il a un bon call to action. L'intention utilisateur, en une phrase, qui est l'intention de la personne qui tape ce mot-clé. La big ID, c'est-à-dire l'angle, le fil rouge. Un article égale une big ID, égale un message, une idée, un angle. C'est là où vous voulez amener la personne pour laquelle vous rédigez ce contenu. Et, typiquement, je vais écrire un article sur cette big ID que je partagerai sur LinkedIn, parce que c'est un sujet qui est très important. Et enfin l'information gain, c'est-à-dire tous les éléments que vous pouvez ajouter à votre contenu qui ne sont pas présents dans les top 3 des articles sur la requête visée. Voilà. Puis, vous n'avez plus qu'à créer le squelette en fait, de votre article et le valider avec votre partenaire pour que derrière, une fois que c'est validé, la structure, les H2, les H3 sont validés, vous n'avez plus qu'à le reprendre et remplir les trous directement. Plutôt que de faire un plan hyper complexe avec plein de mots presque pré-rédigés. Et si votre partenaire n'est pas OK avec cet angle, vous aurez à tout refaire et c'est beaucoup de temps perdu. Et l'astuce ultime pour construire son plan, c'est ce que j'ai beaucoup fait avec les articles Elementor, c'est de réaliser un call de 15-20 minutes avec un expert sur le sujet que vous allez attaquer. Par exemple, si demain je dois créer un article sur le SEO sur YouTube, eh bien, j'ai demandé à un mec qui fait du SEO sur YouTube toute la journée, qui a déjà eu des résultats concrets et qui pourra m'aider. Typiquement, il va me donner des ressources, des exemples que je pourrais intégrer. Je pourrais même parler de lui, ça lui fera plaisir. Et des informations nouvelles qui ne sont pas, justement, comme je disais tout à l'heure, présentes dans le top 3. Le but, c'est toujours d'ajouter une pure valeur ajoutée à votre contenu et de lui faire prendre une dimension supérieure. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je laisse la parole à Paul pour vous parler rapidement de TOT et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très bientôt, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter ou autre. Je vous souhaite de tout dégommer dans votre rédaction de contenu et à très bientôt. Merci. Et je reprends la parole pour un dernier petit bout avant... Non, il n'y a pas de question parce que c'est un replay. Donc, je reprends la parole pour conclure, pour vous remercier en tout cas d'avoir suivi ce replay pour ceux qui le suivent, et pour vous proposer une mini-offre pour ceux qui veulent tester TOT. Et en fait, l'offre actuelle, c'est 7 € pour 4 crédits test. C'est beaucoup plus cher par texte que les autres formules, mais ça permet de tester à vraiment un moindre prix. Et moi, de m'assurer que ce n'est pas des gens qui font ça juste pour profiter de crédits gratuits et qui peuvent effectivement être intéressés. Et donc voilà, vous avez, avec le code ReplaySEO, la possibilité de tester 4 textes. On va sur TOT. Et quand vous vous inscrivez, une fois inscrit, vous allez être redirigé vers la page pour acheter les crédits. Et là, il vous suffira de mettre le code promo une fois que vous y êtes. Donc voilà, je vous souhaite de bons rankings à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions, on est franchement plutôt dispo sur LinkedIn. Donc si vous avez des questions sur les différents points qu'on évoquait dans le replay, n'hésitez pas, on y répond franchement avec plaisir.